Darf ich bitten, sich wieder zu setzen? Leider ist es keine echte Pause, die kommt noch. Wir müssen in der Zeit bleiben. Deswegen war es ein kurzes Aufstehen, ein kurzes Klatschen, ein kurzes Luftholen, ja, bevor Christian Schüler übernehmen wird. Wir haben jetzt über Frankreich etwas gehört, ja, über die Geschichte. Ich kenne noch jemanden, der einen exzellenten Vortrag über die Geschichte der Laizität gemacht hatte. Jean-Michel Cassé im Rahmen einer anderen Veranstaltung, die wir gehabt haben, sollte man direkt nachholen. Also es ist viel, viel Nachholbedarf im Wissen über die Laizität. Ich danke auch. Wir verlassen nach einem Exkurs in Österreich, ja, theologische Sichtweise, Antiprivilegien-Sichtweise, laizistische Sichtweise, wechseln wir jetzt die Länder und überspringen den Iran und die Türkei, ja, um beim Nahen Osten einzulangen und Frau Dr. Karin Kneißl das Wort zu geben, dass uns wieder eine andere Sicht zur Thematik geben wird. Ich soll anfangen? Okay. Ja, aus Höflichkeit. Pas de problème. Bonsoir, de ma part. Comme j'ai rarement l'occasion de parler la langue de Voltaire, je me suis permise de l'utiliser ce soir parce que franchement, j'avais que 3 ans de français à l'école avec une bonne sœur religieuse de la Pologne. Et malgré tout, grâce à Yves Montand, grâce à Charles Aznavour, je me suis battue pour la langue française. Cela m'avait permis aussi d'accéder à l'ENA. J'étais la première Autrichienne en 1990 d'être choisie. Et je me souviens très bien d'une soirée pour accueillir les nouveaux camarades. Et il y avait un camarade français qui m'avait posé la question suivante. Karine, est-ce que tu as fait des études préliminaires à la Sorbonne en langue française avant d'entamer les préparatifs pour ton concours à l'ENA? Et je disais, non, j'ai appris tout mon français avec mes amis arabes. Silence, mais c'était la vérité, parce que là, le français que j'avais vraiment étudié, c'était le français au Liban, c'était le français en Algérie, avec des amis algériens, avec des amis libanais, irakiens que j'avais connus ici en Autriche pendant mes études, et puis j'avais aussi travaillé pendant un moment au Liban. Donc c'est comme ça que j'ai appris le français, comme ça que j'ai aussi en fait établi ma francophilie, parce qu'on a hissé le drapeau tricolore le 14 juillet sur l'hôpital français à Jérusalem. Donc j'étais marquée, disons, déterminée dans toute ma relation avec le monde francophone, dans le monde arabe. Et Ferdi, auquel je dois tous mes remerciements de m'avoir convoqué ce soir, aussi à Elisabeth, mon amie, j'espère que tout se passe bien, parce que mon français est vraiment loin d'être parfait. Je le parle rarement, mais donc je ferai de mon mieux. Alors, l'arabe, le Moyen-Orient, le rôle important qu'avait la civilisation française pendant un très long moment, ça s'est reflété aussi dans cette idée de projeter une Asie française au Proche-Orient. Et je vais insister ici d'utiliser plutôt le terme Proche-Orient que Moyen-Orient, parce que j'insiste toujours sur le fait que dans la plupart des langues continentales européennes, c'est le Proche-Orient, c'est le Proxime-Orient, c'est le Nahe Osten. Dans la langue anglaise, c'est le Moyen-Orient, c'est le Middle East, parce que vu de Londres, c'est une région un peu plus lointaine. Et vu de Washington, bon, c'est assez loin et on se désengage et on assiste à tout ça maintenant aussi avec les trams de réfugiés. Donc, tout ça, c'est juste pour expliquer un peu ma relation avec ce monde, ma relation aussi avec la langue française. Et là, je ne suis pas une ancienne du lycée, mais une présente de la langue française. Alors, le point tournant auquel je voudrais bien attirer votre attention en ce qui concerne l'essor de l'islam politique, c'était cette série de défaites, on peut dire aussi des humiliations, comme beaucoup de mes interlocuteurs au Proche-Orient insistent parfois, ces humiliations que le monde arabe avait souffert passé dans la confrontation avec l'Occident en Orient. C'est la Première Guerre mondiale, c'est la défaite de la révolution arabe, de la révolte arabe, pardon, en 1915. C'est la répartition de frontières qui en fait suivait les oléoducs. C'est pas les accords Sykes-Picot-Mark V, c'est plutôt la répartition des oléoducs sur la base
de ce qu'on avait décidé en 1920-1923 à San Remo pour répartir la région. Donc, c'était toujours cet accès, cette volonté de l'Occitan de jouer un rôle à travers l'accès physique au gisement de pétrole et après de gaz. Et c'était aussi ça, une des multiples raisons, mais à mon avis la raison principale pour aller en guerre contre l'Irak en 2003. Et en 2003, c'était un autre point tournant pour l'essor du fanatisme radical islamiste et en Irak et en Syrie, parce que le vacuum qui avait été laissé a permis la création de Daesh. Daesh, c'est ISIS, c'est ISIL. Et moi, j'étais parmi ces multiples voix qui avertissaient contre cette guerre. L'État islamique n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas le mal, comme dit le pape, c'est le résultat d'une raison, c'est le résultat d'une chronologie. Et cette chronologie est assez claire quand on la témoigne. Et je me souviens très bien aussi d'une rencontre que j'avais à Beyrouth avec le professeur Georges Korm, lui-même grec orthodoxe, laïque, une des grandes têtes libanaises, ancien ministre des Finances que j'apprécie beaucoup pour discuter de temps à autre. Et lui, il me disait, en automne 2003, donc quelques mois après la guerre, vous savez, Karine, ici à Beyrouth, les ambassades ne veulent plus voir de gens comme moi qui portent un costume, une cravate. Ils veulent que voir les barbus, ils veulent que voir le clergé sunnite, le clergé chiite. Il y avait un point tournant que j'intercède aussi dans cet essor auquel on a assisté entre autres dans la diplomatie de pays comme l'Autriche. Bon, en fait, le dialogue interreligieux, le dialogue entre les civilisations, le dialogue entre les cultures, pour confronter aussi la fameuse thèse que vous avez peut-être entendu parler, The Clash of Cultures, The Clash of Civilizations de Samuel Huntington. Donc, faire le dialogue, disons quelque part aussi de donner le mandat aux cardinaux, aux mouftis, aux rabbins de ce monde de résoudre les problèmes qu'on a. Moi, j'insiste toujours sur le fait qu'on a des problèmes politiques qui demandent des solutions politiques. Des problèmes sur le tracement de frontières, le problème sur le rôle d'une armée en Bosnie, le problème sur un retour de réfugiés palestiniens, etc., etc. Donc, c'est une grande gamme de problèmes politiques qui demandent une solution politique et ce n'est pas aux rabbins, aux mouftis, aux imams de le discuter. Donc ça, c'est une approche assez rigide que j'ai là-dessus. Et j'observe avec grand regret cette illusion qu'on puisse mandater le clergé de s'en occuper. Et ça, c'est un rôle qui est monté surtout dans la diplomatie d'un pays comme l'Autriche ces dernières années. L'Europe, l'Union européenne qui se plonge là-dedans. Et je me souviens donc de cette rencontre avec Georges Korm qui avait mis le point là-dessus. On ne parle plus avec des gens comme moi qui portent un costume et une cravate parce que nous, on fait partie du vieux système, du vieux establishment. Nous sommes cette classe moyenne, laïque, qui n'a plus aucun rôle à jouer parce que l'avenir, c'est avec les gens barbus. Donc, pour nous situer aussi dans l'essor de ces soi-disant barbus, de la montée de ce que représentent les différents courants de l'islam politique, le courant qu'on connaît tous un peu, c'est le courant des frères musulmans qui a été fondé par un prof d'école en 1928 au Caire, Hassan al-Banna. Et il crée les frères musulmans comme mouvement anti-impérialiste pour battre la domination britannique en Égypte. Et les frères musulmans qui ont vécu des moments difficiles en Égypte, qui actuellement sont tout à fait de nouveau dans le underground,
Donc ces frères musulmans ont aussi projeté cette idée qu'on observe aussi dans les générations de jeunes musulmans mobilisés, surtout en Europe, comprendre l'islam politique qu'eux ils vivent, ils le considèrent aussi comme un mouvement antimondialiste. Donc moi, je me démarque de US Way of Life, je me déguise, je ne porte pas de jeans, je ne porte pas la coiffure de celle qui est actuellement en mode, je ne bois pas Coca-Cola, je bois Meca-Cola, je n'utilise pas la brosse de dents, mais j'utilise les différentes herbes comme le prophète probablement le faisait. Donc c'est un mouvement antimondialiste aussi, qui joue aussi un attrait pour des non-musulmans, parce que si on veut aujourd'hui être révolutionnaire, si on veut être différent, donc on s'y soigne comme converti par exemple, parce que c'est chic, c'est l'actuel et c'est la résistance. Dans ce contexte, permettez-moi de raconter une autre petite anecdote. Une rencontre à Marseille en 1985. J'ai rendu visite à une famille d'origine algérienne que j'y connaissais. La grand-mère, on parle d'une époque il y a 30 ans, donc cette grand-mère, à l'époque, elle avait 70 ans. Elle s'était battue dans la guerre d'Algérie, comme si vous voulez, partisane, avec sa Kalachnikov. Elle fumait, à l'époque encore, elle buvait son whisky. Son petit-fils de 17 ans accusait sa grand-mère de ne pas se comporter comme une bonne femme musulmane. Et j'observais dans cette famille, et j'observais dans plein d'autres familles, entre le Caire et Damas, l'essor d'un islam très rigide, exercé par le nouveau conservateur qui étaient les enfants et les petits-enfants de deuxième et troisième génération. S'ils étaient maintenant nés en France, en Belgique, mais la même chose s'est passée en fait entre Caire et Damas. Parce que le Caire que j'avais encore connu en 1980, c'était une ville sans femmes voilées. C'était la ville des maisons de publication, c'était la ville de cinéma, et c'était la ville de belles femmes. C'était le Caire des années 70 et encore début 80. Cela avait complètement basculé avec cet essor de l'islam politique suite aux échecs des idées politiques, et la plus grande idée politique dans le monde arabe qui échouait dans les années 70, c'était bien sûr le panarabisme. Le nasserisme dans sa forme dure et pure en Égypte. Donc l'échec de ces mouvements politiques qui à un moment donné donnaient l'illusion au monde arabe, on peut récupérer, regagner une position quelconque. Avec la guerre de 1967, la guerre de 6 jours, je crois, c'était aussi un de ces points tournants où on pouvait observer le retour des frères musulmans, surtout au sein du mouvement palestinien aussi, mais en Égypte, tout assumé. Donc là, on voyait déjà comme l'islam fêtait son retour. Et la suite, c'est ce que j'aimerais bien expliquer dans ce contexte. La confrontation entre les peuples arabes, les Palestiniens et les Israéliens, nous avons tous connu les différentes guerres, les différentes intifadas. L'actuelle intifada qui n'est pas trop présente dans nos médias, elle est beaucoup plus présente certainement dans les médias du monde arabe, plus présente peut-être encore que la sale guerre en Syrie. Mais cette actuelle intifada qui a commencé fin septembre, début octobre, vous avez peut-être suivi un peu les nouvelles, ce sont des teenagers de 15-16 ans avec leurs couteaux ou parfois avec leur automobile qui égrassent les juifs. Cette intifada, on l'appelle aussi Al-Aqsa Intifada, parce que la confrontation actuelle, elle se joue entre ceux qui prêchent la destruction de la mosquée Al-Aqsa. C'est un mouvement croissant parmi une partie de la population très religieuse, ultra-orthodoxe en Israël, soutenue par certains aux États-Unis. Et d'autre côté, la population musulmane qui agit comme musulman et pas comme palestinien. Donc c'est
on fait la révolte, cette fois-ci, contre les Israéliens en les attaquant en tant que juifs, et nous, on agit comme musulmans et pas comme palestiniens. Donc c'est une intifada tout à fait différente de celle de 87 ou de celle encore de 2000, soutenue par, entre autres, je me permets de prendre cet exemple parce que c'est probablement une des dernières activités dans cet immeuble sous la tutelle Institut français. Bientôt, ça sera transformé dans l'ambassade du Qatar. Donc, ce mouvement des combattants avec les couteaux pour Al-Aqsa, ce mouvement, et entre autres, je me souviens d'une table ronde à laquelle j'assistais avec des Qataris. Donc, le grand souhait, la grande nostalgie des régimes arabes, surtout au Golfe, le Qatar est là l'avant-garde. Nous, on veut aller prier dans la mosquée Al-Aqsa. Donc, l'importance qu'elle a en tant que point unificateur pour ces régimes qui, en fait, sont assez rivales, assez compétitifs entre eux. Mais le lien, l'ancien nexus au nom de la religion, au nom de l'islam, cela donne aussi un coup de mobilisation pour ce qui se passe actuellement à Jérusalem, sur le Dôme. Donc c'est devenu le noyau de la confrontation. Permettez-moi là encore un point sur, parce qu'on se pose souvent la question, ou on me pose la question, est-ce qu'il y aura une étape dans l'histoire contemporaine du monde arabe, du monde musulman, où on verra une séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique? Il y avait des époques où il y avait des efforts, mais si on revient à l'époque du prophète et si on revient à l'époque ottomane, qui quand même a duré 450 ans, on voit la fusion entre ces deux pouvoirs. Il y a la khalifa, qui est la succession du prophète dans tout ce qui est spirituel. Donc le prophète en tant que fondateur du mouvement, en tant que leader spirituel. Et il y a d'autre part la sultan, ce qui incorpore le pouvoir politique. Sultan, Khalif, donc incorporé dans une personne, personal union. Cela était en fait l'époque du prophète, c'était au début de l'empire arabo-musulman, et cela était aussi le fait pendant l'empire ottoman. Et c'est à cette époque de constitution du pouvoir musulman qu'on veut revenir. Donc, il n'y a pas de séparation entre ces deux, contrairement à ce qu'il y avait avec les idées que le rabbin de Nazareth, Jésus, Yeshua, prêchait. Vous avez peut-être encore dans votre mémoire la réponse que le rabbin donnait aux pharisiens, qui lui posait la question, est-ce qu'on doit payer des impôts au pouvoir d'occupation romain, et lui qui disait, donnez-moi une pièce de monnaie. Qu'est-ce qui est sur la pièce de monnaie? Bon, il y a la tête de l'empereur, donc la fameuse réponse, donnez à l'empereur ce qui est à l'empereur, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et dans les prêches, dans le concept de ce rabbin, il n'y avait aucune référence à une puissance politique. Cela, bien sûr, avait changé avec Constantin, qui, dans une époque où déjà les idées monothéistes dans le post-hellénisme de l'Empire romain en plein déclin gagnaient une importance, Constantin, qui avait assassiné 2/3 de sa famille pour rester et pour gagner le pouvoir, trouvait l'idée du christianisme très attractive, très charmant, parce qu'il y a le pardon de péché. Donc, ce Constantin, étant devenu empereur, s'est converti au christianisme et a déclaré le christianisme comme état de religion de l'Empire romain, probablement pour des raisons, je dirais, très personnelles, parce qu'à la fin de sa vie, il avait un peu peur de souffrir quelque part, de rendre compte. Donc, ça, il y avait ce changement de donner à ces idées que le rabbin Jésus avait mis sur place, parce qu'il voulait réformer le judaïsme. Et tout d'un coup, cela était devenu une idée impériale, un concept politique.
Mais si vous voulez me poser la question, est-ce qu'on verra une étape dans le Proche-Orient où il y aura peut-être prochainement une frustration, une saturation avec un islam comme il est exercé aujourd'hui? Il ne faut pas aller si loin jusqu'au califat de l'État islamique. Le même se passe avec un islam déjà très, très prépondérant, même dans des sociétés qui étaient assez laïques, comme la société libanaise, telle que je l'ai connue. Récemment, il y a encore 2 semaines, j'étais à Beyrouth. Je rendu visite à un collègue qui enseignait la philosophie à l'AUB, American University of Beirut, qui était une fois un poil d'ouverture politique, spirituelle, intellectuelle. AUB qui était fondé par des protestants américains à la fin du 19e siècle. Bon, dans le campus de l'université américaine à Beyrouth aujourd'hui, il m'a expliqué, ce prof, on dénonce les professeurs et les étudiants qui n'observent pas correctement le ramadan. Donc, il y a un déclin assez important. Et bon, pour terminer là-dessus, le mot orientation, ça relève probablement d'Orient. Et nous, on a toujours regardé vers l'Orient, dans le bon et dans le mal. On a incorporé beaucoup d'innovations de l'Orient, et dans les pratiques comme l'agriculture et l'alphabet, et dans le spirituel, comme les philosophies et religions. Moi, je crains que là, actuellement, on entre dans une phase où l'Orient va être saturé de certains exploits des idées d'un islam radical. Mais en Europe, j'ai de grands soucis que actuellement, nous tombons déjà dans les pièges, comme Madame Merkel qui dit dans des talk-shows sans arrêt, bon, mesdames, messieurs, si vous avez peur des mosquées pleines, allez plus souvent à l'église. Et cela ne peut pas constituer une réponse dans une Europe contemporaine. Ni Madame Merkel, ni tous ceux qui veulent jouer les musulmans contre les chrétiens ou contre qui que ce soit en disant « allez plus souvent dans vos messes », parce que ces personnes, malheureusement, n'ont rien compris de ce qui était l'âge de lumière. Et nous faisons face à une caste politique qui manque de base de concepts humanistes et qui actuellement se prostitue tout simplement pour des idées populistes. Donc, je finis là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Karine. Ich glaube, das wird eine sehr gute Transition geben für den Christian Schüller, weil wenn man sich das so anhört, nicht? Und Bewegungen dorthin und wir reagieren mit Religiosisierung unserer Dinge, würde man sagen, dass die Laizität auf Abwägen ist und verliert. Ja, im arabischen Raum oder im Nahen Osten, im Moment hat sie wenig Leiberl, wie man auf Wienerisch sagen würde. Es scheint auch einen Effekt bei uns zu haben und die Türkei, ein Land, dezidiert und deklariert laizistisch seit Mustafa Kemal, hat jetzt seit 10 Jahren eine andere Bewegung, aber das soll uns Christian Schüller, der als ORF-Korrespondent in Istanbul für die Türkei und Iran zuständig war und der wirklich ein paar Jahre hautnah erlebt hat, was das bedeutet, wenn die Laizität auf Abwägen kommt. Nur eine Frage, bevor ich anfange. Ich habe es eigentlich mir auf Französisch vorbereitet, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, nachdem das jetzt das Letzte ist, sollten Sie das Recht haben, vielleicht mitzuentscheiden, wie Sie es lieber haben. Ich kann es versuchen, auf Deutsch zurück zu übersetzen, sozusagen, meine Gedanken, oder ich mache es auf Französisch. Deutsch gesprochen. Wir sind noch in Französisch. Wer ist für Französisch? Okay. Vorher Arabisch. Okay. Wer ist für Deutsch? Okay. Donc, on t'a eu là. C'est la majorité. Alors, comme il m'est assez souvent arrivé de voyager de Téhéran à Istanbul, j'ai pu observer une scène qui m'a toujours assez frappé et qui s'est passée à chaque fois. Aussitôt que l'avion a commencé à rouler, avant même qu'il ne quitte l'aéroport d'Imam Khomeini,
les femmes iraniennes qui étaient à bord tout de suite quittaient leur foulard, enlevaient leur foulard. Pour elles, c'était clair, et c'est encore clair, qu'elles sont en route vers un pays laïque. Qu'elles passent d'un monde où le foulard est obligatoire à un monde où le foulard a été pratiquement interdit dans certains espaces publics. Mais pour un observateur turc, laïque, ce contraste est devenu de moins en moins net. Et il suffit d'atterrir à Istanbul et de regarder un peu les personnes, les comptoirs de Turkish Airlines, et on va voir que le voile est déjà en majorité. Alors, c'est-à-dire, tandis qu'en Iran, une théocratie a du mal à couvrir une société de plus en plus séculaire, dirais-je, en Turquie, il y a l'inverse, c'est-à-dire qu'une société de plus en plus religieuse est en train de basculer à l'État laïque. Alors on peut se demander comment ça peut bien se faire au XXIe siècle. Et pour tenter de trouver des réponses à cette question qui peut-être n'a pas de réponse claire, mais je vais quand même essayer, laissez-moi commencer aussi avec une petite histoire qui s'est passée en 2013, c'est-à-dire l'année du fameux soulèvement de Gezi. C'était une nuit très agitée, des manifestants poursuivis par la police, par une police assez agressive, se sont réfugiés dans une mosquée, la mosquée de Dolmabahçe. Dans cette nuit, c'était le seul abri dans une ville de 15 millions de personnes. Sur les tapis de prière, il y avait des blessés qui se sont fait soigner par les médecins de Gezi. Et le lendemain, le Premier ministre à cette époque, M. Erdogan, a accusé les manifestants d'avoir profané la mosquée. D'avoir profané la mosquée parce que d'une part, ils auraient bu de l'alcool, d'autre part, ils auraient gardé leurs chaussures. Alors, dans les médias pro-Erdogan, bien sûr, on crie scandale. Mais le muezzin de la mosquée de Dolmabahçe, interrogé par un policier, fait une déclaration où il dit « Non, je n'ai pas bu d'alcool, je n'ai pas vu de profanation ». Vous pouvez imaginer que, bien sûr, surtout quand ces déclarations ont été diffusées par les réseaux sociaux, que ça équivaut à un crime de lèse-majesté. Alors, bien sûr, le muezzin en question, Fouad Yildirim, a tout de suite été déplacé de son poste. On l'a envoyé dans une mosquée de campagne, très loin d'Istanbul. C'était facile, parce que M. Yildirim, en tant que muezzin, est employé de l'État. Il est au service du Présidium des affaires religieuses, Diyanet, comme n'importe quel imam. Or, ce Diyanet n'est pas une création de M. Erdogan et de ses amis, mais c'est une création du grand champion de la laïcité, M. Mustafa Kemal Atatürk. Cette petite histoire nous montre que les ambiguïtés qui entrent en jeu quand on parle de laïcité en Turquie. Nous ne savons pas ce qui se serait passé si cette histoire ou une histoire pareille s'était déroulée avant la République turque. J'imagine qu'un muezzin qui aurait contesté la parole du sultan peut-être n'aurait pas eu une vie très longue. Mais Atatürk et ses successeurs avaient créé, si Atatürk et ses successeurs avaient vraiment créé un État laïque, alors peut-être aujourd'hui nous serions dans une situation où une partie du clergé musulman pourrait peut-être prononcer leur critique contre l'abus du pouvoir de M. Erdogan, contre la mégalomanie du pouvoir. Or, séparer la religion de l'État n'était pas du tout ce que Atatürk a voulu faire.
Et c'est là que se trouve une partie de notre problème. Il s'agissait plutôt de contrôler la religion. De contrôler la religion pour l'utiliser au profit de l'État turc. Peut-être Atatürk n'aurait jamais imaginé qu'un jour, ces institutions comme le Présidium des affaires religieuses tomberaient dans les mains d'un gouvernement islamiste. Ça, bien sûr. Mais si je retourne brièvement à cette époque de la création de la République, ce n'est pas pour vous fatiguer avec une leçon d'histoire, mais c'est parce que je pense qu'on peut expliquer l'essor actuel de l'islamisme en Turquie et le déclin de la laïcité, justement quand on pense aux ambiguïtés du début de la République. Il est vrai que les architectes de la jeune République ont fait beaucoup de réformes très avancées dans les domaines de la culture, de l'éducation. On peut dire l'accès à l'éducation pour les filles, égalité des sexes dans beaucoup de domaines, l'introduction de l'alphabet européen, si on veut. Il y a eu beaucoup de progrès, bien sûr. Mais le problème d'Atatürk, c'était qu'il voulait fonder un État, modélé un peu sur des pays comme la France, un État moderne fondé sur une nation qui se composerait non pas par des groupes ethniques ou religieux, mais sur des citoyens. Très belle idée. Mais cette nation, il fallait la créer. Et sur quelle base? Alors, il n'y avait aucune possibilité il n'y avait pas d'autre possibilité que de calquer l'identité de cette nouvelle nation turque sur ce que représentaient les Turcs dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire, qui étaient les Turcs dans l'Empire ottoman? C'était les musulmans sunnites. C'est-à-dire que l'identité de la nouvelle République turque avait un fondement religieux et non pas laïque. Et c'est quelque chose qui nous va poursuivre au fil des années et qui est peut-être un des problèmes fondamentaux. Un petit moment. Oui, parce que j'ai oublié de dire, qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, que de fonder la nation sur un modèle pratiquement religieux? Ça veut bien sûr dire que les non-musulmans, les non-sunnites, n'étaient pas compris. Et ça, on l'a très vite senti dans les années 20. Il y a eu ces fameux échanges de population. Donc, les non-musulmans, en fait, ne formaient pas partie des Turcs au sens fort, si vous voulez. Alors, le but d'Atatürk était d'utiliser la religion pour avancer les objectifs de l'État. Pour cela, on utilisait deux institutions. L'une était surtout ce fameux Présidium des affaires religieuses qui, par exemple, jusqu'aujourd'hui, prépare les sermons qui sont lus dans les mosquées. Imaginez-vous que dans toutes les églises de France, chaque samedi, on lit un sermon qui est rédigé par le président de la République. Et l'autre institution était les fameuses écoles de formation religieuse, les imam hatib, les écoles imam hatib, où les prêcheurs étaient formés, avec le but de former un clergé moderne, un clergé qui pourrait travailler avec la nouvelle République, avec les buts de la République. En passant, je veux signaler que Recep Erdogan a aussi passé par une de ces écoles d'imam hatib. Alors, le problème, c'est que d'un côté, vous avez un État qui est très moderne, qui veut former une nation moderne. De l'autre côté, cet État ne cherche non pas, comme on l'a entendu aujourd'hui, la neutralité envers la religion, il veut utiliser la religion pour influencer les masses. Alors,
bien sûr, cette ambiguïté avait plusieurs effets qui se sentent jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, les élites kémalistes, les élites qui ont représenté l'État, se donnaient elles-mêmes le rôle du gardien de la civilisation qui devait, d'une façon, lutter ou sauver l'État du danger réactionnaire qui venait des masses religieuses. Alors, ça, bien sûr, ça permettait à cette élite de retenir leur pouvoir économique, politique, militaire. De l'autre côté, les islamistes pouvaient toujours prétendre qu'ils étaient persécutés, ce qui n'était pas tout à fait vrai. On ne pouvait pas dire que la religion était persécutée en général, mais comme l'élite kémaliste se donnait ce rôle d'être le gardien contre le danger religieux réactionnaire, de l'autre côté, ça donnait un argument aux islamistes de pouvoir dire que la religion elle-même était en danger. Ce double jeu continuait bien après la mort d'Atatürk, surtout au temps de la guerre froide. Les militaires, comme vous savez, ont intervenu plusieurs fois dans la politique turque, et toujours au nom des valeurs républicaines, assez souvent au nom des valeurs laïques, mais ces mêmes généraux n'ont pas seulement construit énormément de mosquées, c'était eux les généraux qui ont construit le plus de mosquées dans l'histoire de la Turquie, mais eux aussi essayaient d'utiliser l'islam pour une fin politique. Quelle était la fin? D'affaiblir la gauche. C'est-à-dire que l'islam, qui d'un côté est défini comme un danger pour les valeurs républicaines, est assez bon pour lutter contre la gauche. On voit par exemple, dans la Constitution, qui est toujours en vigueur, la Constitution de 1982, qui a été formulée par les militaires, il y a le fameux article 136 qui dit que le Présidium des affaires religieuses a la fonction est chargé de contribuer à la solidarité nationale. Alors vous avez un État laïque qui charge le ministère ou le Présidium des affaires religieuses de contribuer à la solidarité nationale. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et bien sûr, les courants minoritaires de l'islam, notamment les alévis, qui sont vus comme gauchistes, ne sont pas du tout inclus dans ce plan de solidarité nationale. Les partis islamistes auraient pu profiter de cette situation, bien sûr, de ces structures, de ce support inattendu du point de vue militaire, mais ils se sont toujours fait interdire. C'est-à-dire, on a créé un nouveau parti islamiste, après on l'a interdit, on a créé un nouveau parti, on l'a interdit. C'était un jeu que la politique turque a fait avec les islamistes. Ces fermetures de partis se sont arrêtées seulement en 2008. Alors c'est quand même une date assez récente. Et en 2008, la Cour constitutionnelle a décidé avec une seule voix de ne pas dissoudre le parti du Premier ministre Erdogan. C'est-à-dire, si on évoque cet épisode où un seul juge, où le poids d'un seul juge a décidé de dissoudre ou de ne pas dissoudre le parti majoritaire de M. Erdogan, on peut dire que la laïcité déjà était en grave crise ou en chute en 2008. Mais cependant, la seule raison pour laquelle les islamistes ne pouvaient pas vraiment sortir de leur rôle de victime, c'était que le système judiciaire était encore très fortement dans les mains dans la main des laïcs, dans la main des militaires. C'est-à-dire qu'il y avait une très étroite alliance entre le système judiciaire et le militaire.
Et si Erdogan et son parti ont finalement réussi à sortir de cette impasse et à vaincre ce système judiciaire laïque, c'était grâce à 3 facteurs. À Obama, l'Union européenne et Fethullah Gülen et sa secte. Obama parce que les États-Unis avaient perdu l'intérêt à accepter ou à aider des coups militaires en Turquie. Donc c'était clair, il n'y aurait plus de coups militaires. L'Union européenne, qui voulait absolument voir un modèle d'islamisme modéré en Turquie, a encouragé des réformes judiciaires en Turquie qui ont eu le résultat d'éliminer les militaires et les laïcs du système judiciaire. Et la secte de Fethullah Gülen, qui est très intéressante, qui a joué un assez grand rôle les 2 dernières années, qui est aujourd'hui l'ennemi numéro 1 d'Erdogan, mais qui était un allié très important parce qu'eux avaient le personnel éduqué pour pouvoir diriger le système judiciaire et d'éliminer l'influence des militaires et de réduire les militaires à un statut assez faible. C'est une des ironies de l'histoire turque que c'était les militaires qui ont inventé Gülen. C'est-à-dire en 1982 ou en 1980, après le coup militaire, les militaires turcs voulaient créer comme j'ai déjà dit, ils voulaient utiliser l'islam contre la gauche, et ils voulaient aussi utiliser un mouvement, une secte, un ordre religieux, comme ça s'appelait, modéré plus ou moins, pour essayer un modèle d'islam à l'européenne, si on veut. Mais c'était bien sûr une idée fausse, comme on voit aujourd'hui. La raison pour laquelle on a confié à Gülen était parce qu'à cette époque, ce groupe de Gülen ne voulait pas entrer en politique directement, il se limitait à l'économie, à l'éducation. Alors on pensait, bon, ce n'est pas des gens dangereux, mais en réalité, la dynamique de ce mouvement a bien sûr fait qu'une fois ils ont agrandi leur champ d'action économique, et une fois ils étaient dans les institutions, et une fois... Il était absolument nécessaire de faire de la politique aussi. Et dans les années, et finalement, vers la fin de notre siècle, vers la fin du siècle dernier, Erdogan et ce mouvement Gülen, qui étaient des ennemis avant, ont fait une alliance. Et c'est cette alliance, finalement, qui a transformé le pays complètement. Oui, c'est passionnant, mais le temps passe. Je peux arrêter tout de suite, si tu veux. On peut en parler tout à l'heure, oui, ça, parce que oui, voilà, il faut qu'on essaie de garder un peu le programme. Merci. Oui, peut-être. Oui, j'étais sûr que ça allait être trop long, notre conférence, mais je vais pas poser de questions maintenant. Ich werde jetzt keine Frage stellen, eben nicht noch mehr, aber was im Laufe dieser ganzen Dinge, wir haben von Opfer gesprochen, nicht? Also nach dem, was ich so alles höre, scheint mir, als ob die armen Moslems sehr oft als Opfer, also die Bürger, nicht, ja, als Opfer missbraucht werden, um Machtspiele zu spielen. Und wenn man so sagen könnte, die Laizität à la Turca, wie ich sie nenne, sehr unterschiedlich von der französischen, könnte auch ein Ansatz sein, zu sagen, wie kann ein laizistischer Staat trotzdem mit Religionen umgehen, sieht wieder raus nach Missbrauch der Religion, um Macht zu festigen. Ja, bevor wir jetzt zur wesentlichen Frage des Abends kommen, glaube ich, brauchen wir jetzt 10 Minuten Pause, ja, weil sonst fallen wir um und nachher wirklich frisch sein, weil dann kommen, und auch ihr besonders, die 5, weil dann kommt eigentlich die Frage, um die es eigentlich wirklich geht. Ja? Haben wir eine Chance mit diesen Gedankengängen. Ja? Wirklich 10 Minuten.